Bonjour à tous. Ah oui, j'ai du son, c'est génial. Bonjour, bienvenue, on a une belle salle pour échanger, en tout cas écouter des partages d'expériences, parce que dans la vie, il y a que ça de vrai quand même. Il y a la théorie, et puis voilà, on a une super belle brochette qui va nous raconter peut-être sous un angle un peu singulier leur aventure, j'allais dire leur aventure entrepreneuriale, en tout cas leur création, développement, parti pris. Voilà, à chaque fois ça va être différent. On va aller dans des univers, dans des associations et dans des entreprises sociales différentes. Je ne vous en dis pas plus, on va avoir le grand plaisir d'écouter Hugues Sibyl en introduction. Hugues Sibyl, je vous demande de me rejoindre sur scène et je vous propose de l'accueillir chaleureusement. Est-ce qu'on a bien les mains chacun à l'écran? Alors Hugues Sibyl, vous êtes quand même entre autres à l'instigation, à l'origine de ce forum, avec les échos. Donc voilà, c'est que justice de vous écouter. Il y a plus de 10 ans maintenant, ce qui ne me rajeunit pas tout à fait. Et je vois que de succès. Ça se modernise beaucoup, puisque maintenant on a des jingles très voilà, modernes, on vert, on parle avec des micros. En tout cas, le Crédit Coopératif, vous êtes le président de la fondation et puis du labo de l'ESS. Voilà. Et vous avez un regard un peu général sur tout ce qui nous occupe là. Alors on vous écoute en introduction. Merci de commencer. Merci de m'accueillir. Donc, en fait, vous allez entendre des histoires, je pense, tout à fait intéressantes sur le thème du numérique et de la solidarité. Je pense qu'on m'a demandé d'introduire, c'est qu'en tant que président d'un think tank de l'économie sociale qui s'appelle le labo de l'ESS, il y a quelques mois, j'ai poussé une petite gueulante, qui a dû s'entendre un peu, sur le thème, derrière le mot collaboratif, on met quand même beaucoup de choses qui, quelquefois, sont quand même un peu différentes, et donc il faudrait peut-être essayer d'y voir un peu plus clair. Et donc, je pense que le forum s'est dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de faire ça. Et c'est ce que je vais faire très rapidement devant vous. Alors, j'ai recherché une définition de l'économie collaborative. Alors, on va voir tout à l'heure, si on peut avoir des échanges, que ce n'est pas forcément le sujet de l'économie collaborative, mais quand même, cette définition est la suivante. C'est une économie de particulier à particulier ou de pair à pair qui repose sur le partage, c'est chouette, l'échange entre particuliers, c'est chouette, de biens, de services, de connaissances, avec ou sans échange monétaire. Donc déjà, on voit que ça peut être assez variable. Par l'intermédiaire d'une plateforme numérique de mise en relation. Voilà une définition assez large de ce que peut être l'économie collaborative. Alors, quelques observations là-dessus. Premièrement, moi je pense que, clairement, c'est le sujet d'ailleurs numérique, avant l'arrivée du web et de la révolution digitale qu'on est en train de vivre, il n'y avait pas, évidemment, cette mise en relation des personnes qui peut se faire en direct aujourd'hui, qui n'existait pas avant, donc c'est une modification extrêmement importante, mais dans laquelle, quand même, la notion de plateforme et la notion d'informatique n'est pas négligeable. Et je conclurai peut-être là-dessus, c'est que quand on est associatif, si on veut investir aujourd'hui sur des logiciels relativement importants, comment on fait? Moi, je suis allé visiter Blablacar, ça m'intéressait, ça me plaisait. Le patron de Blablacar, il m'a expliqué qu'il avait levé d'abord 100 millions de dollars de fonds de pension américains, puis 140 millions de dollars, parce qu'il a des développeurs informatiques de manière considérable pour faire fonctionner Blablacar. Quand on est associatif, si on a des projets, disons, qui nécessitent du numérique de manière importante, comment on fait pour les financer? Ensuite, je constate que cette économie numérique, elle est partie sur des sujets que vous connaissez comme moi, c'est-à-dire les transports avec des systèmes de covoiturage, de logement et des systèmes d'échange de logement, Airbnb. Mais aujourd'hui, c'est toutes les sphères de l'activité humaine qui sont concernées par cette révolution numérique. Donc, c'est l'alimentation, c'est la vente, l'achat, l'échange de produits dans toutes les sphères de la consommation, c'est l'habillement, c'est les services d'aide entre les particuliers, c'est aussi la culture, l'enseignement, et puis le financement. On va en parler tout à l'heure, mais c'est aussi chacun d'entre vous, chacun d'entre nous peut financer en direct des projets qui l'intéressent. Donc ça concerne toutes les sphères de la vie, et donc ça concerne les associations aussi dans l'ensemble de ces champs-là. Qu'est-ce que l'association fait, les fondations, dans ce champ-là, avec une optique de solidarité, étant entendu que en préparant ce forum, j'ai noté quand même quelques éléments qui montrent la rapidité de progression dans nos sociétés de ce que représente cette approche collaborative numérique. 79% des plateformes sont créées depuis 2009. C'est quand même énorme. 50% en moins de 3 ans. Donc c'est quelque chose qui va à une vitesse considérable. C'est un petit sujet au passage pour les mondes associatifs.
qui n'a pas forcément l'habitude d'aller si vite. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller si vite? Je note que d'après une étude de Pricewaterhouse, l'économie collaborative qui représente 15 milliards de dollars en 2014 en représentera à l'échelle mondiale 335 milliards en 2025. Donc vous voyez à travers ces chiffres, premièrement, la progression, et puis deuxièmement, on parle aussi, donc ça va faire le lien tout à l'heure, de marché, d'activité, qui est dans le champ économique, c'est aussi des marchés, le collaboratif. Alors, à partir de ça, le message que je fais passer, c'est que certains ont dit, ça y est, c'est une économie post-capitaliste, l'économie collaborative, c'est le post-capitaliste, parce que finalement, si Dupont et Durand font affaire ensemble, sans passer par une entreprise qui distribue, on est au-delà du capitalisme. Et c'est là où j'ai poussé ma petite gueulante pour dire attention, je demande quand même à identifier des approches qui peuvent être des approches sensiblement différentes, et c'est ce que je vais dire là rapidement, et puis je terminerai ensuite par 2 mots de conclusion. C'est qu'il me semble qu'on voit apparaître à l'intérieur de cette approche numérique toute une palette finalement d'approches associatives, entrepreneuriales sociales, entreprise classique, mais dans lequel il y a une partie de cette activité économique qui est une entrée assez classique finalement, donc une entrée par le capital, c'est-à-dire on investit de l'argent. Enfin, le patron de Blablacar, c'est clair, les gens qui lui ont mis 100 puis 140 millions de dollars, ils demandent de retour sur la valeur. Donc ils demandent que leur part ait une valeur, qu'ils puissent les céder, et ils demandent avoir des retours sur dividendes. Est-ce que c'est le projet de type solidarité numérique? Il me semble que ce n'est pas tout à fait la même logique. Et je ne dis pas que la première n'est pas bien. Moi, je trouve que Blablacar est une start-up magnifique, hein, et je suis content qu'elle soit française. Et je dis simplement, c'est pas lui, son métier, c'est pas la solidarité. Je suis désolé, son métier, c'est pas la solidarité, c'est d'autre chose. C'est d'utiliser le numérique pour que des gens puissent prendre des voitures ensemble à des prix moins chers, et que lui ait une commission au passage en tant que Blablacar, ce qui me semble tout à fait légitime. Donc, la valeur monétaire, elle n'est pas la même. Il y a des sujets aussi qui concernent le monde associatif sur les données qui sont rassemblées par les plateformes. À qui appartiennent ces données? Il y a quand même des entreprises qui gèrent des plateformes qui aujourd'hui collectent des données tout à fait considérables. Ça peut être un sujet pour le monde associatif aussi. Finalement, est-ce que cette valeur, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la met en open source? Voilà, donc il y a des modèles, me semble-t-il, qui sont assez différents. Et puis sur le thème de la solidarité, mais c'est aussi un peu pour provoquer, parce que j'ai choisi ce rôle-là. J'ai écrit dans mon papier que j'avais fait sur Rue 89 que je considérais que Airbnb accroissait les inégalités patrimoniales. Donc en fait, solidarité, aujourd'hui, si vous avez un appartement de 3 pièces bien placé dans le 15e arrondissement, je vous garantis que vous le louez sans problème sur Airbnb. Si vous êtes dans un immeuble social, de logement social à la Courneuve, vous aurez beaucoup plus de difficultés pour faire du Airbnb. Donc, est-ce que, par rapport au thème de la solidarité, est-ce que le numérique limite ou pas ces inégalités? Ça se discute, je ne suis pas en train d'asséner des vérités, mais en tout cas, ça mérite qu'il y ait des échanges. Et donc, personnellement, parce que c'est le sens de ma vie depuis toujours, moi je défends une approche collaborative qui soit plus ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt une approche de bien commun, ou de l'économie des communs, et dans lequel on est beaucoup plus sur une approche dans laquelle ce qui est construit est véritablement partagé entre tous. C'est-à-dire je préfère Linux, je préfère Wikipédia, à partir du moment où je me situe, disons, dans une démarche associative ou de fondation, dans lesquelles la valeur est véritablement partagée. Et y compris aussi la gouvernance, je n'en parlerai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais comment s'organise la gouvernance dans les systèmes numériques aujourd'hui et qui participe véritablement à la gouvernance des structures, qui peut utiliser le numérique. Alors je termine en disant que parmi les questions qui peuvent se poser, me semble-t-il, pour la suite du monde associatif, il y a une question qui est, je pense, une éducation populaire au numérique aujourd'hui. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait en sorte que les acteurs associatifs se saisissent mieux des enjeux numériques, de cette révolution digitale, comment ils vont l'intégrer dans leur stratégie. Or ça, il y a quand même, je pense, beaucoup de choses à faire. Il y a une question sur le financement, parce qu'encore une fois, faire du numérique, ça coûte. Comment est-ce qu'on fait pour le financer quand on ne lève pas des capitaux comme le font des entreprises classiques? Et puis il y a une question aussi qui me semble tout à fait importante sur la mesure des impacts finalement, c'est-à-dire le fait que des gens puissent être, qu'on crée de la valeur ou de la richesse autrement, comment on le mesure, comment on en rend compte, le fait que des gens fassent de la solidarité en passant par l'outil Internet, qu'est-ce que ça produit comme effet?
comme effet non monétaire, comme effet de solidarité. Je pense qu'on a pas mal de choses à faire pour essayer de rendre compte de ça. Et je dirais donc pour finir que le labo de l'ESS, qui a travaillé depuis quelque temps sur ces approches de circuits courts, d'approches du numérique, a proposé à l'économie sociale et solidaire 4 critères avec une charte pour, disons, montrer ce que peuvent être des démarches numériques sociales et solidaires. Les 4 critères sont la transparence, la coopération, le lien social et l'équité. Et dans la façon d'utiliser le numérique, moi je ne suis pas sur un registre, il y a les bons et les méchants, les biens et les pas biens, c'est pas ça, mais il y a des choses qui sont différentes. Et le labo de l'ESS, on a fait une petite grille assez simple qui est de regarder dans ces usages numériques, du point de vue de la transparence, de la coopération, du lien social et de l'équité, comment est-ce que l'usage du numérique est utilisé et y compris donc génère ou pas de la solidarité, plus ou moins de solidarité, voilà. Donc mes quelques propos introductifs, y compris avec le souci de stimuler ensuite ceux qui vont vous raconter des histoires. Merci beaucoup, Hugues Sibylle. On peut vous applaudir. Ah, ça y est, j'ai du son. C'est bien, vous nous avez donné de quoi faire débat pendant bien plus d'1 heure. Hein. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, on a la salle pour une bonne heure, ça veut dire que nos speakers ont la délicate tâche de vous passionner en à peu près 10 minutes chacun. Je suis sûre qu'ils vont tenir le timing, mais en tout cas, voilà, si ça se passe bien, ça veut dire qu'il nous restera un quart d'heure pour prendre des questions, vos réactions, enfin voilà, tout témoignage ou autre. Alors, on enchaîne, c'est Stéphanie Goujon qui nous rejoint. Oh, je vous demande à chaque fois d'applaudir chaleureusement, c'est lui qui vient faire le show. Bonjour Stéphanie, oui, le micro fonctionne. Ce micro. Ah, ça y est, décidément. Vous savez que ça s'appelle le micro Madonna, enfin, c'est tout un programme. Stéphanie est directrice générale de l'Agence du don en nature, ça fait ADN en acronyme, tout un programme. Et voilà, avec un exemple en main. Donc, on va découvrir ce qu'est ADN, que vous avez cofondé il y a déjà quelques années. C'était 2009, 2008. J'ai participé au lancement. Voilà. Alors, on découvre l'aventure et la proposition d'ADN. Bonjour, je vais essayer de garder le micro, Madonna. Donc, je ne vais pas tout de suite parler de numérique. Voilà, ça c'est un shampoing. C'est un produit tout à fait basique du quotidien. Et pourtant, en France, plein de gens ne l'ont pas. Donc il y a des étudiants à Dèche, il y a des mamans solo, il y a 3 millions d'enfants dans notre pays qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 3 millions de travailleurs précaires et qui n'ont pas accès à ce type de produit. C'est vrai, quand on pense à la précarité, on pense d'abord à se loger, à se nourrir, c'est bien normal. Mais il y a aussi tout un tas de produits du quotidien comme celui-là, qui sont tout à fait nécessaires pour vivre dignement. Alors je ne veux pas du tout casser l'ambiance, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui se... Non seulement il y a le micro Madonna, mais en plus il y a le panneau derrière, voilà. Je ne veux pas casser l'ambiance parce qu'il y a une solution. Et je vais vous dire 3 choses sur le numérique. Pour aussi, j'espère, illustrer un petit peu le côté accélérateur de solidarité que le numérique peut avoir au sein du tissu associatif. Donc, première chose, nous, c'est que c'est grâce à Internet, c'est grâce à un site de e-don qu'on peut donner accès justement à des milliers de personnes en France, des milliers de personnes démunies, à ces produits du quotidien. En fait, on a lancé, donc il y a bientôt 8 ans, une plateforme à la fois logistique et informatique qui nous permet de collecter les excédents de stock auprès d'entreprises, des produits en fait, des fins de série, des codes de promotion qui sont sortis des circuits commerciaux et que les entreprises étaient souvent contraintes de détruire, alors que c'est du neuf, c'est des beaux produits de qualité. Donc ça nous permet de collecter ces produits-là, de les mettre sur un catalogue en ligne. Donc c'est pas un site de e-commerce, c'est pas du BlaBlaCar, c'est pas du Airbnb, c'est un site de e-don. Et par ce biais, on va pouvoir redistribuer ces produits de nécessité courante à tout un tissu d'associations locales partout en France. Donc on va travailler avec l'Armée du Salut à Nice, le Secours catholique à Saint-Denis, le village d'enfants à Ballancourt. Donc ça, c'est vraiment le premier usage qu'on a eu, nous, du numérique. C'est grâce à ce site, on a pu rentrer non seulement dans une logique d'impact, de puissance, parce que ça nous permet de redistribuer chaque semaine 500 000 €
en équivalent valeur marchande. Mais ça nous permet aussi de tracer la chaîne, parce que ça c'est très important pour les entreprises, parce qu'ok, elles veulent bien donner, mais elles veulent assurer que les produits ne vont pas se retrouver sur eBay ou sur des marchés parallèles. Donc nous, toute notre logistique est informatisée, c'est numérisé, c'est ça qui nous permet de dire à Monsieur Leral ou Madame Carrefour, voilà, on a pu redistribuer ces produits à tel et tel endroit. Donc ça, c'est la première illustration que je pouvais vous donner de l'impact du numérique dans notre association à l'Agence dans la nature. Et il y a une deuxième chose, un deuxième moyen en fait, d'utiliser le numérique encore comme accélérateur de solidarité. On s'est rendu compte, puisqu'on est assez inspiré de l'entrepreneuriat social, que on utilisait effectivement des méthodes en 2009 qui n'étaient pas si fréquentes dans le milieu associatif et qu'on pouvait aider nos partenaires à justement mieux s'acclimater à ces outils 2.0, puisque pour travailler finalement, pour rentrer dans le réseau de l'Agence dans la nature, il faut utiliser ce site. On s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt commun à pouvoir accompagner nos associations partenaires à accélérer un petit peu leur mutation numérique. Donc, je trouve que ça rebondit aussi assez bien à ce que disait Lucie tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça va très très vite. Et que du coup, on essaie de faire. On a tout un programme qui s'appelle ADN-vous, qui est soutenu par le label La France s'engage, qui nous permet de mettre à disposition des formations, de l'accompagnement de nos partenaires, tant sur le numérique d'ailleurs que sur les aspects logistiques. Donc ça, c'est un exemple encore très concret. Et effectivement, il y a une fracture, il y a un écart. Que ce soit des bénévoles, que ce soit des assos, il y a aussi des zones blanches. Donc, voilà, il y a des choses à faire à ce niveau-là, nous, pour travailler avec notre écosystème, avec l'Agence de la nature et ses partenaires. Et troisième effet du numérique, j'espère que je ne suis pas trop bavarde, ça va, c'est, je vous ai dit qu'on redistribuait 500 000 € de produits chaque semaine. Je vous ai dit que notre canal historique, c'était de récupérer des excédents de stock, des invendus, d'éviter des destructions. Finalement, on a un credo, on est dans l'économie du partage, on a un credo qui est moins de gaspillage, plus de partage. On parle beaucoup du gaspillage alimentaire, mais il y a un gaspillage non alimentaire. Ça, c'est notre source première, on va dire, de produits. C'est un peu l'économie circulaire au service d'épidémie. Mais si on veut encore maximiser notre impact social, si on veut aller plus loin, si on veut donner plus de produits, parce que je vous ai dit 500 000 € par semaine, ok, c'est bien, mais il y a 9 millions de pauvres en France. Donc, je veux dire, il y a du boulot, il y a du boulot pour justement donner accès à ces produits basiques. Donc, on a lancé, c'est tout récent, un nouveau projet qui s'appuie encore sur le numérique, qui est le panier partage. Le panier partage, c'est quoi ? Vous connaissez tous la collecte en magasin, la fameuse collecte supermarché, la banque alimentaire ou les restos du cœur, vous avez votre petite liste et vous allez acheter des produits. Et bien nous, on fait la même chose, on est en train de lancer la même chose avec des sites de e-commerce, donc en ligne. Donc là, typiquement, on a fait un premier test avec Amazon au mois de mars, et puis là, on relance quelque chose sous un format plus pérenne avec un site qui s'appelle Crénoïs, qui est un site bio du groupe Carrefour. Et quand vous allez acheter votre lessive, vous allez avoir la possibilité en un clic d'acheter aussi une lessive, un shampoing, un savon pour un plus démuni. Donc ce que vous connaissez en supermarché, on veut le transposer sur les sites de e-commerce. Parce que la générosité des Français, elle ne se dément pas. Donc on a quelques raisons aussi d'être optimiste. Je disais, je parle de sujets lourds, la lutte contre l'exclusion, la précarité matérielle, mais voilà, la générosité des Français ne se dément pas. Et on croit beaucoup à ce projet, qui est un peu un projet de générosité embarqué complémentaire en fait, de ce que vous présentera, je pense, Pierre-Emmanuel avec l'arrondi. Et voilà, et on y croit. Donc, je pense que j'ai fini en fait sur le numérique et l'expérience de l'agence. Merveilleux timing, voilà. Bravo. Merci beaucoup. Vous savez, vous pouvez applaudir à double titre Stéphanie parce qu'elle a un peu la crève aujourd'hui, je crois. Et elle a réussi à assurer quand même. Bravo. Merci beaucoup. Tout ça avec une pêche impeccable. Alors justement, Stéphanie l'a annoncé, c'est Pierre-Emmanuel qui nous rejoint. Et vous allez encore applaudir. C'est Pierre-Emmanuel Grange, qui a ses femmes dans la salle. Alors, fondateur de Microdon, entreprise sociale,
Et j'en dis pas plus, hein, on avait dit que j'en disais pas plus. Ok. Donc on découvre Microdon. Merci. Bonsoir à tous. Donc oui, je m'appelle Pierre-Emmanuel Grand, je suis le fondateur de Microdon, une entreprise sociale. Nous, notre initiative, elle vient, alors j'aime à raconter cette histoire, je la raconte souvent. Hugues doit en avoir marre tellement il l'a entendu. Toi aussi, tu en as marre, il y en a certainement plusieurs dans mon équipe qui en a un petit peu marre. En fait, moi j'ai découvert un concept au Mexique qui s'appelle l'arrondi. Et en fait, je faisais mes courses dans un supermarché là-bas, je travaillais pour un gros groupe américain, ils m'ont envoyé là-bas, et j'avais fait allemand dans ma scolarité, donc je n'avais pas parlé l'espagnol. Je savais dire que 3 mots, je savais dire si, cerveza et un beso. Donc pour ceux qui ont fait allemand comme moi, c'est oui, une bière et un baiser. Donc forcément, c'était un peu limite. Donc je me retrouve devant la première situation où j'ai à parler espagnol, donc à la caisse de mon supermarché. On me pose une question, je me dis que la bière, c'est pas trop l'endroit, que le baiser me paraît un peu prématuré. Donc j'opte pour le si, qui me paraît quand même la réponse la plus conventionnelle. Je dis si et je passe. Donc grande fierté, je dis mon premier mot d'espagnol. Et le lendemain, tel un coq français, je roule un peu des mécaniques et je dis à mes collègues espagnols que c'est tellement facile leur langue. Et eux, le sourire en coin, me disent mais Pierre, est-ce que tu sais seulement à quoi tu as dit oui? Non, je sais pas. Et il me dit attention la fois suivante. Et la fois d'après, je dis si de mon plus bel accent, fait. Et ça me coûte plus cher. Et en fait, j'ai dit oui à l'arrondi, à la redondeo. Donc vous faites vos courses, 45 pesos 37, ça passe à 46. Et les centimes vont à une œuvre de charité. Et en fait, je suis vraiment tombé amoureux de l'idée. Je dis mais c'est génial ça, pourquoi est-ce que ça n'existe pas chez nous? Et donc quand je suis rentré en France, déjà je me suis aperçu qu'on avait une sorte de toc collectif d'inconscients tous à vouloir des sommes rondes. Alors là, je vais vous demander, ceux qui le font, de lever la main. Quand vous êtes à la pompe à essence, quand vous arrivez aux 90 centimes, vous ralentissez et avec des petits à-coups, vous visez le 0,0. Qui le fait à la pompe à essence? Pourquoi est-ce que vous le faites? Vous le payez par carte bleue? On ne sait pas pourquoi, mais voilà, on a un stock collectif à vouloir des sommes rondes. Donc, on est déjà prêt à accueillir cette idée d'arrondi, de réflexe. Et nous, on s'est dit, et si on avait ce réflexe de manière solidaire? Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu essayer de monter Microdon. Donc au début, je suis allé voir le secteur associatif. J'ai eu un accueil mitigé, on va dire. Donc c'était c'est bien, tu nous appelles quand ça marche. Donc j'étais un petit peu déçu. Voilà, j'ai eu vraiment des accueils mitigés un peu de toutes parts, comme ça dans la grande distribution, pour des associations, mais la ligue. Enfin voilà, on me ressortait un peu tous les clichés qu'on peut ressortir sur le secteur associatif. Donc ça a été vraiment long et douloureux de mettre en place ce dispositif, d'autant que, et on l'évoquait tout à l'heure, il n'y avait pas de marché sur nos outils. C'est-à-dire que le micro-don, on met en place du don sur salaire, du don à la caisse. Les DRH ne se lèvent pas le matin en se disant bon, je vais mettre en place une mécanique de don sur salaire. Voilà, donc on a dû, avec nos rames, essayer d'expliquer, de convaincre qu'il y avait un intérêt à mettre en place ce type de dispositif. Et voilà, ça a vraiment pris un petit peu de temps. Mais là, on est vraiment en train d'avancer, on a bien grandi. Mais pour grandir, on avait besoin des outils du numérique. Et pour développer ces outils, on avait besoin de se financer. Et pour se financer, parce que le numérique, ça coûte cher, je l'évoquais tout à l'heure, on a dû faire des levées de fonds. Et on a fait des levées de fonds, et c'est peut-être ce qui réconciliera un petit peu le numérique et le solidaire, c'est qu'on a choisi aussi nos fonds, et on a choisi des fonds solidaires. Et donc dans notre capital, il y a des gros financeurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a France Active, il y a Equisol, il y a le fonds de capital risque de la région Île-de-France, il y a Solid, Ciparex. On a voulu choisir nos fonds. C'est ce qu'on appelle le capital patient. Ce sont des fonds qui ont investi dans notre projet pour nous aider à développer notre impact social. Notre impact social, c'est celui de la générosité embarquée, cette idée de greffer une opportunité de don dans les transactions du quotidien et permettre aux associations de diversifier leurs ressources de financement, de les mettre en avant, de les faire connaître et de collecter dans notre quotidien quelques centimes à quelques euros. Et ça, on voulait le faire de manière un peu différente et on a monté une entreprise sociale. Donc sous statut juridique, on est une entreprise, on est une SAS. On a cet agrément, maintenant appelé ESUS, avant on l'appelait l'agrément solidaire, et donc on a des principes de gouvernance participative forts. Ce sont les salariés qui vont élire les dirigeants. Donc j'ai beau avoir monté Microdon, demain mes salariés pourront décider qu'il faut un autre dirigeant à cette structure. Et on encadre la lucrativité, on encadre les salaires. Il ne peut pas y avoir un différentiel de plus de 1 à 5 entre
plus petits salaires et les plus grands salaires chez Microdon. Dans la vraie vie, on est plus entre 1 et 2,5, mais bon, c'est assez encadré. Et on encadre les dividendes et les plus-values. On a même imposé à nos fonds solidaires, donc, aussi solidaires qu'ils soient, ça les a même surpris, que sur les plus-values qu'ils feraient peut-être un jour en revendant leur part de Microdon, eh ben, il y aurait une partie de cette plus-value qui serait versée aux assos bénéficiaires de nos outils. Donc on a voulu créer comme ça une sorte de cercle vertueux et faire notre capitalisme solidaire à notre sauce, quoi. Donc notre métier, c'est la générosité embarquée, et on a deux grands outils, un outil de don sur salaire et un outil de don à la caisse. Donc je reviens à la petite histoire de Microdon à la caisse. Ça, on a réussi à le lancer. On a réussi à le lancer dans plusieurs enseignes. On l'a mis en place chez Franprix, chez Nature et Découverte, chez Devrette, chez Bonobo, chez Sephora, chez Adidas. Donc c'est des petites mécaniques qui vous proposent de faire des microdons. Et par exemple, au moment du paiement, vous glissez votre carte bleue dans un terminal de paiement électronique, et le terminal de paiement électronique vous demande est-ce que vous voulez faire l'arrondi pour la Croix-Rouge ou une autre association. Donc ça, c'est un de nos dispositifs qui commence à bien marcher. On a un autre dispositif qui est un dispositif de don sur salaire. Et donc là, on a plus d'une centaine d'entreprises qui ont mis en place cet outil, comme la Naïf, le groupe Chèque Déjeuner, Française des Jeux. Et c'est le principe de quelques centimes à quelques euros chaque mois qui sont prélevés de votre net à payer. L'employeur abonde et double le don des salariés. Et au cœur de nos sujets, il y a vraiment le numérique. On a utilisé le levier du numérique pour développer des plateformes d'intermédiation qui vont s'interfacer avec les systèmes de gestion de paye pour faciliter la relation don-donateur-association. Voilà, envoyer au système de gestion de paye, Monsieur Dupont veut donner tant de centimes chaque mois, etc. Lui proposer de télécharger son reçu fiscal sur la plateforme. Et puis pareil, sur les logiciels de caisse, on embarque, on embarque notre technologie sur les terminaux de paiement électronique d'Ingenico pour permettre ces microdons. Donc voilà un peu nos outils. Nous, on s'inscrit dans la philosophie, on aime bien dire qu'on s'inscrit dans la philosophie il faut que j'accélère, que j'arrondisse mon temps. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, donc juste pour arrondir mon temps, je voulais peut-être partager avec vous deux choses donc, qui sont importantes à retenir sur le projet Microdon. La première, c'est que sur notre projet, 100% des dons sont versés aux associations. Notre modèle économique, c'est de vendre des prestations de services aux entreprises. Les assos bénéficiaires, elles sont choisies par nos entreprises et leurs parties prenantes, leurs salariés. Et enfin, deux choses à retenir sur notre projet. La première, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à un non. En France, on dit beaucoup non. C'est parfois un petit peu difficile, mais il faut être persévérant. Ça prend du temps. Nous, on a eu 5-6 ans de galère, mais là, on est vraiment en train d'accomplir quelque chose. Voilà, vous le verrez peut-être dans le métro, on a une grande campagne d'affichage qu'on a obtenue en gratuit en ce moment. Il y a eu 3 millions de microdonateurs cette année, on a collecté 1,6 million d'euros pour 350 assos et on espère un jour atteindre les chiffres anglais, plus de 100 millions d'euros chaque année grâce à ces outils de la générosité embarquée. Merci beaucoup. Bon, j'ai tellement à dire. Si. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Alors, on continue pour garder le rythme. On change de sujet. Bon, vous savez, en ce moment, au mois d'octobre, c'est Octobre Rose, mais je vous présente un homme pour qui Octobre Rose, c'est toute sa vie. Je vous demande, je l'ai sorti Fabien tout à l'heure, j'avais envie de la replacer, ça m'est venu comme ça. Je vous demande d'applaudir Fabien Rénal qui représente les Sentinelles. Les Sentinelles, ça je vous bien dit. Oui, il y a du son? Ça fonctionne? Non, pas encore. Alors, un peu de son en régie. Bienvenue Fabien. Alors, on attend d'être sûr d'avoir du son, c'est ça? Ça y est, on l'a. Oui, ok. Alors, j'en dis pas beaucoup plus, mais voilà, c'est parti les sentinelles de cette idée, vous qui êtes chercheurs, de travailler, enfin de mettre ensemble des gens qui ont souffert des patients, des gens qui ont souffert d'un cancer du sein, et ceux qui font de la recherche à ce sujet. Et on vous écoute. C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui, je suis sûre que c'est bien plus complexe. À vous la scène, Fabien. Bien, bonjour. Effectivement, le point de départ de ça, c'est que j'ai la chance d'être chirurgien à Paris et d'avoir pour spécialité la pathologie. Ah oui, c'est Oui, pas c'est celui facile. Hein. qui a venu. D'avoir pour spécialité la chirurgie du sein et le cancer du sein. Et de faire de la recherche. Et effectivement, j'ai co-créé avec une ancienne patiente qui n'est pas du tout chercheuse, qui est spécialiste de la communication, une plateforme de recherche collaborative qui s'appelle les Sentinelles.
Le but étant, sur une plateforme informatique, sur un projet complètement numérique, d'approcher des citoyens qui se sentent concernés par le cancer, des chercheurs, des médecins et de leurs projets de recherche. Alors pourquoi faire ça? Parce que ça va vous paraître banal, mais sur le plan épidémiologique, c'est quelque chose d'extrêmement grave, le cancer. C'est-à-dire que ça touche en France 350 000 personnes, ça tue chaque année 150 000 personnes, ce qui est absolument astronomique. C'est tout aussi triste que les 3 millions d'enfants en dessous du seuil de pauvreté. C'est partie des gros soucis qu'on a en France et dans le monde. Et donc, cette épidémiologie, c'est pas simplement un cancer et c'est une répercussion sociale, familiale, professionnelle, économique aussi, absolument monstrueuse. Le deuxième élément qui est important sur le cancer, c'est qu'on a des progrès qui ont été considérables dans les années qui sont arrivées. Ces progrès qui, si on regarde simplement ça d'un aspect biologique, sont extrêmement fascinants. On est parti de maladies qui étaient une maladie, on parlait d'un cancer du sein, on parlait d'un cancer du côlon, et puis on a atterri aujourd'hui, non pas un cancer du sein ou un cancer du côlon, mais à une somme de maladies orphelines, ce qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire que les technologies et le développement de l'informatique, le développement du séquençage, le séquençage au débit, notre capacité aujourd'hui à séquencer une cellule nous a montré l'extrême diversité de la biologie des cancers, ce qui, d'un côté, est tout à fait passionnant, mais ce qui pose un problème majeur, c'est que ça rend le modèle extrêmement complexe. Et plus on est dans un système complexe, plus en fait on a besoin des citoyens, aux côtés des chercheurs et des médecins, des citoyens non pas comme objet de recherche, mais des citoyens comme partenaires de recherche. Et donc ça, c'est un peu l'objet de la plateforme Sentinelle, c'est de dire, venez citoyens, que vous ayez été atteints ou non, que vous soyez des hommes ou des femmes, il y a des projets de recherche, il faut accélérer ce processus de recherche. Alors pourquoi il faut accélérer ce processus de recherche? Petit A, comme je viens de vous le dire, parce que c'est extrêmement complexe, que si demain on veut pouvoir faire une médecine qui s'appelle personnalisée, c'est-à-dire pour un patient donné, on lui donne exactement la bonne molécule pour son bon cancer, il va falloir d'abord identifier quelle est cette personne, quel est ce cancer et quelle est cette molécule. Or, comme le modèle est de plus en plus complexe, les combinaisons sont de plus en plus importantes et donc ça demande un investissement de plus en plus fort des citoyens aux côtés des chercheurs et des médecins. Le deuxième élément, c'est qu'on a un modèle de recherche qui n'est pas efficace. Et c'est un problème, pas que en France, c'est un problème international. Qui n'est pas efficace pourquoi? Parce que, en fait, le temps de recherche, à quel moment il se situe, c'est le patient qui vient à la consultation de soins. Or, le temps de soins, sauf si on considère comme normal de réduire le temps de soins, devrait être d'une certaine mesure séparé du temps de recherche. Et s'appuyer sur des outils numériques pour pouvoir faire ça est probablement une bonne raison. Aujourd'hui, si on veut faire venir 10 000 personnes dans une étude, il va falloir 5 ans avec des moyens astronomiques, alors que sur la même période de temps, en fait, on a 250 000 ou 300 000 personnes qui ont exactement la maladie qu'on cherche à inclure dans l'étude. Donc en fait, on n'est pas du tout efficace dans le processus. Et puis, c'est long. Je vous conseille la lecture d'un livre absolument fantastique. C'est Cancer, l'empereur de toutes les maladies. C'est à lire, c'est toute l'histoire de cancer jusqu'à récemment. Et c'est un bouquin qui est passionnant. Mais ce que ça montre, c'est qu'entre identifier un certain type de cancer, avoir une idée sur un traitement et le moment où on le donne au patient, il faut 30 ans. Et pendant ces 30 ans, il y a des gens malheureusement qui décident de ne pas avoir un processus plus rapide. Donc, les maladies rares, l'efficacité, la question de temps. Donc, en créant cette plateforme, en fait, on a commencé à créer quelque chose qui fait qu'on va plus vite. Aujourd'hui, on est capable, sur certaines études, de faire que 2000 personnes participent à une étude en 48 heures. Pour le chercheur, il lui fallait 1 an et demi à récupérer ces données. Donc, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on créait toute une série de conséquences sur la recherche et sur le monde de la recherche. On a développé autour de ça, en fait, un axe éducatif, puisque quelque part, dans la façon dont on communique sur cet outil-là, eh bien, on améliore la compréhension du processus de recherche, on met à disposition des citoyens des modules qui permettent de mieux comprendre la recherche, et donc on favorise en fait le développement de ce qu'on appelle des patients experts, qui auront probablement un rôle dans les années importants à jouer. Le deuxième élément qu'on crée, c'est qu'on commence à créer une réflexion autour de l'axe organisationnel du système de soins, puisque comme je vous le disais, ce matin, j'étais en consultation, j'ai vu 35 patients entre 8h et 14h pour courir ici, ce qui est à l'échelon d'un individu totalement anormal si vous divisez ça par le temps passé. Donc, si je rajoute là-dessus un temps de recherche, eh bien évidemment, c'est trop long. On ne peut pas. Et donc, il faut trouver des outils comme la plateforme Sentinelle pour accélérer la participation des citoyens à la recherche.
Et puis pour aussi faire réfléchir les médecins à comment on organise notre parcours de soins, pour faire rentrer des outils numériques qui permettent de rendre le parcours du soin beaucoup plus fluide, beaucoup moins fatigant pour le patient, et l'amener de ce fait à éventuellement être plus volontaire pour participer à des protocoles de recherche. Je rappelle que la recherche ne se limite pas à des essais cliniques, il y a des tas d'aspects de la recherche qui sont extrêmement faciles et qui ne demandent pas forcément un investissement physique du patient, pour autant les gens n'y participent pas assez. Le troisième élément qu'on a vu, c'est qu'en créant ça, on a créé un axe de communication où de plus en plus, évidemment, le chercheur, et moi le premier, on a un langage qui est complètement inaudible pour la population en général. Les gens, votre médecin, on est complètement inaudible, mais alors comme chercheur, on est 2 fois inaudible, et quand vous êtes les deux, c'est 3. Et donc, on a commencé à réfléchir, et cet outil-là nous a amené à une réflexion sur la communication autour de la recherche et le langage qu'on pouvait, ainsi qu'expliquer comment c'est construit, comment c'est valorisé, comment c'est financé la recherche. C'est important de communiquer là-dessus. Enfin, il y a un axe sociétal dans cette plateforme numérique qui est important, c'est que du coup, ça nous a amené à des réflexions sur la liberté et l'accès aux données de santé. On pense que les données de santé appartiennent à un individu qui est malade. Il faut avoir une réflexion et on essaye de pousser les patients qui sont maintenant, il y a 15 000 sentinelles dans ce réseau, dans cette plateforme collaborative. On les amène à réfléchir à cette notion de propriété de données de santé. Et il faut qu'on ait une réflexion qui soit du type du don d'organes ou de don de sang avec les données de santé. C'est ça qu'on commence à forcer. La deuxième truc qu'on discute ici, c'est qu'on parle aussi de propriété des données de recherche. Les données de recherche qui ont été générées avec des financements publics devraient être publiques et être partagées par l'ensemble de la communauté de recherche. Parce que l'intérêt ultime n'est pas de l'individu qui dirige le laboratoire, mais c'est l'ensemble de la communauté qui doit aller plus vite. Ça, pareil, on commence à lever ces questions-là, et en ayant créé ce réseau Sentinelle de gens qui participent à la recherche, eh bien, ces gens commencent à se poser ces questions-là et on commence à participer à ce type de débat. On participe aussi aux questions de quel est le rôle qui paraît très mystérieux et inquiétant pour un certain nombre de personnes de l'investissement massif des GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon et Apple dans la recherche. Et donc, il faut expliquer ce qui s'y passe pour que les gens comprennent et puissent prendre position sur ces questions-là. De même qu'on essaye de discuter de quel est le rôle des sociétés pharmaceutiques dans le processus de recherche, parce que c'est une question importante, de manière à ce que le citoyen puisse favoriser une collaboration équitable avec les sociétés pharmaceutiques. Donc au total, le projet Sentinelle, maintenant, c'est une plateforme informatique. On est en train de développer des outils informatiques. On est à visée strictement académique. On ne gagne pas d'argent. On n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour faire les richesses qui sont la connaissance et la compréhension du cancer. Il y a 15 000 citoyens aujourd'hui qui y participent. Notre objectif est de 500 000. On a au départ 2-3 chercheurs. Aujourd'hui, on a près de 200 chercheurs qui s'intéressent au process. Et vraiment, on pense que c'est important. C'est un modèle qui est important. Pourquoi ? Parce qu'on a un système de santé qui est souvent critiqué par les politiques en période de campagne électorale. Il n'en reste pas moins que c'est, quand vous voyagez dans le monde, un bon système de santé, qui est largement améliorable, mais que ça reste un bon système de santé. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a aussi une problématique de souveraineté dans le débat sur la recherche. Et offrir une plateforme de recherche collaborative, en tout cas d'offrir des outils numériques dans un cadre académique et dans un cadre non-profit, c'est participer à la souveraineté et à la défense d'une recherche française, c'est aussi participer à la défense d'une médecine indépendante en France, et ça se fera en accélérant la communication et le contact entre des chercheurs et des médecins, et puis des citoyens qu'on considérera non plus comme un objet de recherche, mais comme un partenaire de recherche. Quand on aura atteint cette étape-là, on ira plus vite, on résoudra plus de problèmes complexes, et j'espère, on diminuera nettement la mortalité des cancers. Merci de votre attention. Bravo. Merci. Je partage en un temps record de n'en avoir autant appris. Alors, encore faut-il avoir accès au numérique, n'est-ce pas, et être formé. Je vous demande d'applaudir Frédéric Bardot qui nous rejoint de l'autre côté de la scène. Bienvenue Frédéric. Alors, tu vas nous parler de Simplon parce que, voilà, ou pas. Ou pas. D'accord, alors, Non, j'en sais pas plus. Je vais rester sur le thème. Juste avant, je voudrais, Oui. tu me permets, Ah ben, je voudrais faire un selfie avec la salle. Ça vous dérange pas? Vous souriez? Non, souriez vraiment. Top. bah, à toi la scène Ça alors. marche. C'est super les selfies. Les iPhones aussi, c'est vachement bien.
Il y a autant de puissance de calcul dans un iPhone qu'il en a fallu pour envoyer des gens sur la Lune. Hein. C'est incroyable, c'est un truc super. Mais à quoi ça sert vraiment en fait de faire des selfies, d'avoir toute cette puissance de calcul là dans la tête et dans les poches? À quoi ça sert vraiment le numérique? C'est un peu ça dont j'ai envie de parler au lieu de parler de Simplon. Il y a une stat qui est sortie il y a un mois, il y a 1,7 milliard de personnes qui se connectent tous les jours à Facebook. C'est incroyable, hein, c'est presque l'humanité connectée, c'est le rêve de Babel, tout ça. Mais ça fait que 1,7 milliard, hein, il en reste encore quelques milliards qui n'ont pas du tout accès à Internet, qui sont sous le seuil de pauvreté. Et il y a beaucoup de gens, même des designers de chez Google, qui disent que l'interface de Facebook est là pour voler du temps de cerveau disponible aux gens pour qu'ils passent un maximum de temps sur Facebook. Donc ça aussi, ça paraît compliqué de dire que le numérique, ça sert à ça. Et même quand on est connecté, hein, on le voit bien, le numérique, ça se rajoute à d'autres inégalités. Hein, donc il y a les services publics qui se dématérialisent. Même quand on est connecté, on n'est pas forcément outillé pour utiliser le numérique. Donc même la connexion, ça ne suffit pas à donner du pouvoir aux gens. Et des décrochés, il y en a bien entendu partout. Il y a déjà des gens qui subissent des inégalités, mais il y en a aussi un peu partout. Il y en a à l'Assemblée nationale, il y en a dans les ministères, il y en a dans les grands groupes du CAC 40, il y en a dans les conseils d'administration, des fondations, des associations, des décrochés du numérique. Réfléchissez un peu, je pense que vous allez en trouver. Et donc ces décrochés-là du numérique, c'est un peu à ceux-là qu'on s'intéresse, on va dire à Simplon, puisqu'on rêve nous d'un numérique qui soit un numérique pour tous et partout, donc spécialement pour ceux qui en ont le plus besoin. Oui, je vois qu'il y en a qui ont trouvé des exemples de décrochés du numérique, on en reparlera tout à l'heure. Donc pour nous, le numérique, ça sert à ça sert à réduire les inégalités et ça sert à donner du pouvoir à des gens qui en ont vraiment besoin, qui sont au chômage, ou à, on va dire, créer de l'activité ou des choses dans des territoires qui en manquent cruellement. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en proposant des formations gratuites aux métiers techniques du numérique. Donc on a une trentaine d'écoles comme ça dans les quartiers, en ruralité, en outre-mer, un peu à l'étranger. Et on essaye de faire que ceux qui ont un quart d'heure de retard se retrouvent avec une demi-heure d'avance, parce que forcément tout le monde cherche des compétences dans le numérique. Mais si on reste sur les associations et les fondations, parce qu'avant de faire Simplon, moi je faisais de l'évangélisation numérique pour les associations et les fondations. Ça m'a beaucoup usé. J'ai failli verser une petite larme quand j'ai entendu les débuts de Pierre-Emmanuel, parce que j'ai assisté à vos débuts, et bon, c'est hyper galère de parler de numérique à des associations, à des fondations. Hein, je sais pas, moi j'ai des théories sur là où ça vient, la culture, plein de choses. Mais c'est vrai que la transformation numérique, elle est compliquée pour les entreprises qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent faire plein de choses, mais elle est encore plus compliquée pour des associations et des fondations. Donc l'enjeu de la transformation numérique des associations et des fondations, il est vraiment central. Et donc ceux qui ont les moyens, ils peuvent se permettre de faire beaucoup d'erreurs, mais ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne peuvent pas se permettre de faire des erreurs. Donc faire des erreurs dans le numérique quand on est une association, une fondation, ou ne pas s'intéresser à cette dimension-là, c'est un peu la double peine. C'est un petit peu un peu criminel. Donc la question telle qu'on s'était posée, c'était qu'est-ce que ça peut apporter le numérique aux associations et aux fondations? Je pense que c'est pas vraiment la bonne question, c'est plutôt comment est-ce qu'elles peuvent faire pour utiliser au mieux le numérique. Et ça, c'est un peu la question qui hante ma vie depuis une quinzaine d'années. Je n'ai pas encore la réponse, mais j'ai en fait des débuts de réponse de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc je les partage un peu avec vous. Déjà, il ne faut pas foncer tête baissée sur les effets de mode. Donc c'est vrai que là, en ce moment, vous allez entendre beaucoup parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de serious game et de trucs super du numérique. Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément la peine de faire de la réalité virtuelle quand vous n'avez pas un site internet correct. Je pense qu'il faut commencer les choses par le commencement. Et après, j'ai envie de vous dire de vous méfier des vendeurs de pelles. Vous voyez ce que ça veut dire, un vendeur de pelles? C'est les seules personnes qui soient devenues riches pendant la ruée vers l'or. En fait, c'est ceux qui vendaient des pelles. Donc il y a beaucoup de gens qui vendent des pelles numériques en ce moment et qui vous disent ouais, c'est génial, tu devrais acheter ma pelle numérique, tu vas trouver des trucs super. Et en fait, les seuls gens qui s'enrichissent vraiment avec le numérique pour l'instant, c'est les GAFA et ceux qui vendent des pelles avec le numérique. Je ne suis pas sûr que les associations pour l'instant y arrivent. Et l'autre chose, c'est que je me méfierais beaucoup du solutionnisme technologique. Il y a un mec qui s'appelle Evgeny Morozov qui dit beaucoup ça, c'est pour changer le monde, cliquez ici. Donc s'il suffisait de mettre de l'internet pour changer le monde et s'il suffisait de faire un clic, donc ça aussi, méfiez-vous des discours un peu miraculeux sur le numérique. Et puis après, au-delà de se méfier de ça, je me dirais, il y a des choses qu'il ne faut plus jamais faire. Donc ça aussi, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître certaines scènes. Je pense qu'il faut arrêter de ne rien faire ou de nier, parce qu'il y a encore des dirigeants associatifs qu'on peut entendre dans les couloirs de salons ici dire oh, moi je crois pas à Facebook en fait. J'y suis pas, moi j'y suis pas, donc je crois pas vraiment. Donc c'est ces gens-là qui décident, donc c'est leur pouvoir de nuisance, il est énorme. Donc ça, un jour, il faudra qu'ils finissent, on va dire, un jour.
Et donc le corollaire de ça, c'est qu'il faut absolument laisser les gens qui n'y connaissent rien, qui ont l'impression de connaître ou qui préfèrent ne rien faire, il faut qu'ils arrêtent de décider de ce qui doit se faire dans le domaine du numérique. Donc ça c'est compliqué, ça va être compliqué, mais il faut hacker son conseil d'administration, acculturer ses dirigeants, les forcer à aller dans des Fab Labs, leur faire toucher du code, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils le vivent, quoi. Sinon ça ne va pas être possible. L'autre chose, alors là je suis désolé, je vais faire un peu grincer des dents, mais il faut aussi se méfier des gens qui n'ont que le numérique à la bouche dans le domaine des associations et qui sont hyper geeks. Souvent ils doivent même vous donner des complexes parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de tech, ils font des hackathons, des trucs comme ça. Mais en fait, quand vous regardez les projets qui sortent, en fait, ils ne sortent pas de projet. Donc ça ne produit rien. Donc on sait que dans les grandes entreprises, il y a un projet informatique sur deux qui ne sort jamais. Je pense que dans l'ESS, c'est 90% des projets informatiques qui ne sortent jamais. Donc même quand on parle beaucoup de numérique, c'est pas possible non plus. Et ça, c'est un vrai défi pour les fonds. Pardon ? Parce que c'est un métier de faire sortir un projet informatique, et donc il faut se doter de compétences, effectivement. Donc il ne faut pas aller voir des vendeurs de pelles, et puis ça ne s'improvise pas le numérique. Donc ça, c'est vrai que c'est à Saint-Plon, donc on forme des gens qui sont des très bons artisans du numérique, et qui, je ne sais pas si c'est parce qu'on les biberonne à l'ESS, mais souvent ils vont travailler dans l'économie sociale et solidaire après. Et donc ils aiment bien les logiciels libres, ces choses-là. Donc recruter des gens compétents et les fidéliser, c'est déjà dur quand on les paye très cher. Mais alors quand on les paye pas cher, mais la seule chose que vous pouvez avoir pour les rendre, on va dire, accros à vos associations, c'est justement d'avoir le numérique au cœur de vos actions. Et le numérique et l'ESS, il y a des vrais points de convergence. Hugues a parlé des logiciels libres, de Wikipédia, d'OpenStreetMap. Voilà, c'est comme ça qu'on peut fidéliser des gens et les faire travailler avec vous dans le numérique. Et là, je vais finir avec une dernière chose. Donc les gens qui sortent des formations Saint-Plon, on en garde une petite partie, 5-6% en fait, et on les fait travailler dans une cellule de production qu'on a dédiée pour créer des sites et des applications mobiles pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc on a les mêmes tarifs que le Bangladesh ou la Roumanie, donc que l'offshore, sauf que ça crée des emplois dans les territoires, dans les quartiers et dans la ruralité. Et le pire, c'est qu'on n'est pas dans un modèle économique où on va créer de la dépendance en disant on va s'occuper de tout, ne vous inquiétez pas, dormez, je le veux. C'est qu'en fait, dès qu'ils commencent à être un petit peu accro à nous, on leur dit bah, vous savez quoi, vous n'avez plus besoin de nous maintenant, on va vous donner un Simplonien ou une Simplonienne, vous allez le recruter et puis vous allez continuer votre petite vie. Donc ça, c'est du numérique solidaire au service des associations. Ce n'est pas des vendeurs de pelles, c'est des choses qui créent des emplois et qui apportent des solutions durables, qui vous font monter en compétences, qui ne créent pas de dépendance. Et ça, je pense que ça pourrait être une bonne piste pour que l'économie sociale et solidaire et les associations se digitalisent. C'est de travailler à la rupture des dépendances, à la rupture avec les vendeurs de pelles, à ceux qui aussi ont la main sur vos bases de données, tout ça, et qui ne veulent pas passer au numérique, qui vous disent que c'est extrêmement compliqué, c'est cher, le numérique. Donc le numérique, c'est pas gratuit, mais c'est pas forcément cher. Donc il y a des bons exemples. Et je crois que je vais m'arrêter là. Dernière chose oui, juste finir avec ce que disent les développeurs, parce qu'ils sont souvent pleins d'idées. Ils disent que la seule limite du numérique, c'est le ciel. Voilà. Donc voilà, sky is the limit. Merci. Bravo, merci. Merci et bravo. Pourquoi ça s'appelle Simplon Je suis content parce que la personne qui va intervenir avec moi, après moi, en fait, oui. c'est un clin d'œil. C'était un clin d'œil. Il y a Silicon Sentier qui a fait tout le numérique. Oui. Et en fait, les gens qui ont inventé Simplon étaient au métro Simplon dans le 18e et ils disaient faudrait un Silicon Simplon, comme ça il y aurait des rebeux, des meufs, des gueules cassées, des tout ça. Il n'y aurait pas que des gens bien comme il faut. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est un peu une caricature. Non, parce que finalement, dans le sentier aussi, il y a une variété. Merci pour l'explication. Alors, justement, voilà, Frédéric l'a introduite. Je vous demande d'applaudir Marie-Morgane Lebardy, que j'appelle Madame Numa, moi. Parce que ce qui était Silicon Sentier. Oui, c'est ça. C'est juste breton. Ce qui était Silicon Sentier au début, c'était l'association, enfin, tous les geeks, et c'était dans le Sentier à Paris. Ben, c'est devenu une entreprise, ça s'appelle Numa. Et c'est peut-être de cette transition-là que tu vas nous parler, parce que d'association, tu dis, et puis tu étais très discrète pendant des années, puis ça y est, maintenant on a le plaisir de t'écouter. J'ai essayé d'apprendre à parler. C'est ça. Alors raconte-nous un peu cette transformation. Merci Ève. Je vais vous raconter une histoire. Aujourd'hui, on est effectivement 1 an après la transformation de cette association de ce qu'était Silicon Sentier en une entreprise. 1 an après, on a le droit de faire un premier bilan. Et donc les questions qu'on est en droit de se poser, c'est de se dire,
Est-ce que toutes les craintes qui étaient les nôtres, où en sommes-nous? La première chose, est-ce qu'on a perdu notre âme? Est-ce qu'on a cessé d'être généreux? Est-ce qu'on a quitté notre étoile, celle qu'on regarde? Est-ce qu'on est devenu des vilains capitalistes? La deuxième chose, c'est de se dire finalement être une entreprise, c'est vachement plus compliqué et plus exigeant que d'être une association. Vous savez, hein, ce fantasme de dire l'association, c'est des gens qui se retrouvent, c'est pas très professionnel, et l'entreprise, elle est vachement professionnelle, et donc vous n'allez jamais y arriver parce que vous étiez une asso. Devenir une entreprise, c'est très ambitieux. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous allez atteindre vos objectifs? C'est les deux principales réserves. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, tout le monde va partir. Ce qui était votre force, les gens ne vont plus vous aimer. Ce qui était votre force, c'est d'être une association. Comme vous étiez une association, et ben, tout le monde venait chez vous parce que vous étiez gentil. Or maintenant, vous êtes devenu une entreprise, c'est bien capitaliste, et donc vous allez être méchant, et donc plus personne ne va venir vous voir. Ces questions-là, on les a eues. On les a eues de la part de notre conseil d'administration, de notre entourage, de la part de nous-mêmes, à l'époque où on a fait ce choix. Et légitimement, ils nous les ont posées, et légitimement, on se les a posées. Alors pour répondre à ces questions, je vais revenir au début de l'histoire. Et il se trouve que, peut-être pas le tout début, mais une partie du début de l'histoire correspond à mon histoire à moi, parce que ça fait quand même 15 ans que je porte ce projet. Il y a 15 ans, je suis 16 ans même, hein, 1er janvier 2000, j'aime bien cette date, c'était pas tout à fait la fin du monde, c'était peut-être la fin du monde, mais c'était le début de mon histoire. Je suis rentrée dans une start-up. Moi, je venais de nulle part, je n'avais pas fait d'études, j'avais eu un bac douloureusement. Et puis, je travaillais dans un call center l'après-midi et je donnais des cours du soir à des jeunes gens à Nanterre. Et un jour, à une machine à café, quelqu'un m'a dit « Mais tu devrais essayer de faire autre chose. Et d'ailleurs, je vais te présenter quelqu'un. » Donc, on me tend la main et on me dit « Tiens, va voir. » Donc il m'a présenté quelqu'un, et ce quelqu'un était dans une start-up, et ils avaient besoin de tout et de rien. On était en 2000, c'était n'importe quoi, et les gens, on s'en fichait d'où ils venaient. Pour un peu qu'ils aient l'air sympa, il fallait qu'ils rentrent, et puis de toute façon, il fallait y ait du monde qui rentre. Et donc je suis rentrée. Je savais à peine me servir d'un ordinateur, et en 1er janvier 2000, ça a été mon entrée dans le numérique. Et pendant 1 an et demi, j'ai vécu une expérience incroyable, parce qu'effectivement, on vous demandait jamais ce que vous aviez fait, mais simplement ce que vous vouliez faire et ce que vous saviez faire. Et puis ça a duré comme ça pendant 1 an et demi. J'ai recruté, je suis devenue RH, on m'a formée. Je n'étais pas formée, c'est pas grave, on m'a formée. Donc, ouais, je suis devenue RH parce que j'étais plutôt sympa. Enfin, si vous dites les choses. Et puis on a déposé le bilan, c'était la crise 2001. Et là je sors, je vire tout le monde. Être RH, c'est aussi virer tout le monde. Je vire tout le monde, je reste avec mes petits cartons. Toutes les voitures au sous-sol dans les garages pour les commerciaux qui s'en étaient d'ailleurs jamais servis, et les clés dans les cartons, et l'histoire s'arrête là. Et je me dis, en fait, ce n'est pas possible que l'histoire s'arrête là, parce que l'histoire, elle est formidable. Et non, ce n'est pas la fin d'Internet, et non, ce n'est pas la fin des entrepreneurs, et en fait, on va continuer. Et à l'époque, on est en 2001, et je suis complètement cinglée de penser que ça ne va pas s'arrêter, puisque tout le monde dit que ça va s'arrêter, et que d'ailleurs les entrepreneurs du numérique sont à l'origine du crash global et collectif. Et convaincue, je suis allée convaincre quelques autres, en premier lieu ceux qui étaient les dirigeants d'une association qui s'appelait Silicon Sentier, qui l'avait mis en sommeil, et je leur ai dit « Mais ton truc là, il faut en faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il faut en faire quelque chose. » Il m'a dit « Tiens, viens, vas-y, prends, ça ne vaut plus rien. » Voilà. Et donc j'ai repris cette association, et effectivement ça ne valait plus rien, mais en revanche, j'avais une certitude, c'est qu'il fallait créer de l'emploi. C'est qu'à cet endroit-là, tous les gens que j'avais virés, j'étais personnellement responsable et coupable de les avoir recrutés, de les avoir virés. Je portais sur mes épaules le poids de cette culpabilité. Et donc je voulais que le numérique et tout ce qu'il m'avait offert continue d'exister et l'offre à d'autres. Et c'est comme ça que j'ai repris Silicon Sentier, que je l'ai emmené avec d'autres à ce qu'il est aujourd'hui. Une association comme une entreprise, elle a un marché. C'est-à-dire qu'il y a des besoins. Et vous répondez à des besoins. Ce marché, il est plus ou moins mature. C'est-à-dire qu'il est plus ou moins concurrentiel. Il va plus ou moins créer de la valeur financière.
Au départ, en 2001-2002, évidemment, il n'était pas question de créer une entreprise qui soutienne les startups. Qui aurait investi le moindre euro dans une entreprise qui soutienne les startups? Et donc, c'est des acteurs publics que nous sommes parvenus à convaincre et qui ont, au départ, relancé cette dynamique en disant bah oui, dans le sentier, on va essayer de recréer une dynamique de cluster qui était déjà préexistante. On est donc 16 ans plus tard, le marché a complètement évolué. Les acteurs publics eux-mêmes, désormais, ne soutiennent plus financièrement en termes de subventions on va dire, ces initiatives autour du numérique, ils investissent. Nous, et je vous engage à être attentif à ces mouvements de marché, vous créez une valeur extrêmement forte. Vous répondez à un besoin, et à un moment donné, il y a ce que j'appelle les mangeurs d'écume. Les mangeurs d'écume, c'est vous brassez du don, de la générosité, vous brassez du mouvement, et ces services-là, au bout d'un moment, finissent par devenir des services marchands parce qu'ils apportent quelque chose. Et il y a des gens qui arrivent et qui comprennent la valeur marchande, la valeur financière de cette écume créée par cette agitation du marché qui répond à un besoin et qui commence à le transformer en service. Et donc, nous, on a participé à la création de cette écume et on a vu très vite arriver des grandes entreprises qui ont commencé à faire comme nous, des petits acteurs, des gens qui étaient même membres de l'association et qui faisaient comme nous, des startups qui se sont transformées en sociétés de services, qui étaient passées par chez nous et qui commençaient à faire nous en facturant de la même manière. Et donc, on était là avec notre conviction, notre vision qu'il fallait créer de l'emploi, se développer, continuer de développer ces entreprises pour qu'elles créent de l'emploi, faire de Paris une place forte, extrêmement visible et ambitieuse, et que l'humain avait des valeurs intrinsèques que nous étions nous-mêmes en capacité de défendre et que d'autres qu'on voyait arriver autour de nous n'étaient pas forcément en capacité de transmettre. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, en fait, on va se transformer en entreprise parce que si on veut pouvoir continuer de se développer, on va devoir, il n'y a plus d'argent public pour financer notre R&D, on va dire notre développement, notre cash flow, et donc il va falloir partager notre capital et se transformer en entreprise pour emmener l'humain plus loin et rester compétitif. Alors où en sommes-nous et comment l'a-t-on fait? Un an plus tard, je pense qu'on est encore plus attentif à la création de valeur. La question, on se la pose tous les jours, de savoir si on est cohérent. Est-ce qu'on a un impact? Est-ce qu'on pense est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on calcule? Est-ce qu'on évalue la création d'emplois? Est-ce que, compte tenu de notre mission, on a encore du sens? En termes de performance économique, c'était très ambitieux. On avait dit qu'on ouvrirait 3 pays en 2016. On avait dit qu'on générerait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, cette petite entreprise, cette association devenue entreprise, effectivement, est en train de réaliser ses objectifs. Et on a même ouvert 5 pays dans des conditions incroyables, en emmenant l'humain et avec une cohérence de valeurs extrêmement forte. Donc je pense qu'aujourd'hui, la société qu'on a créée, ce que je dis souvent aux salariés de l'humain, c'est qu'il m'importe plus de savoir si nous allons réussir le modèle de société qu'on est en train d'inventer que de savoir si la société va réussir en tant que telle. Je m'attacherai plus aujourd'hui à savoir si on est en train de réussir ce modèle de société collective, collaboratif, plutôt que de savoir si nous allons performer économiquement. Mais je pense qu'aujourd'hui en France, on doit pouvoir réunir la performance économique et l'impact social. Oui. Bravo. Merci. Et tu ne t'as pas tout à fait dit, est-ce que tout le monde est parti? On a 30%. Alors, on a 30% des effectifs qui sont partis. Mais, donc on était 20. Et ils sont partis, certains pour créer leur propre entreprise, tous dans d'excellentes conditions, sans négociation particulière, et
dans un climat social qui est extrêmement favorable. Et on est passé de 20 salariés à 50 salariés en un an. Et dernière question, est-ce qu'on vous aime encore? Est-ce que vous nous aimez encore? En tout cas, on a maintenu effectivement le flux d'activité et l'attractivité du MAR, je l'espère. Merci Marie. Alors moi je vous propose, tous les speakers, si vous êtes d'accord, de remonter sur scène. Comme il nous reste un quart d'heure et que je vous ai senti très attentif, c'est peut-être le moment de prendre vos... Non, vous restez, vous sortez pas. Avec quelqu'un qui me fait au revoir de la main quand même, c'est chaleureux. Bon, si vous voulez, d'abord je vous teste. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des envies de... Oui. Ou non, c'est juste un geste. Vous leviez la main, madame, ou... Non, vous vous recoiffiez, d'accord. C'est bien aussi. Ah, bah voilà. Alors, venez tous. Ou alors, levez-vous, mais qu'on entende la question de monsieur, peut-être déjà. Je viens vous prêter mon micro. Tout ça est complètement spontané, comme à la télé. Alors, une question pour Hugues Sibylle. Puisque on est bien d'accord que Uber, Airbnb, Blablacar ne sont pas des sociales, sûrement pas. Est-ce qu'on peut imaginer des entreprises sociales qui seraient sur le même modèle que les trois que je viens de citer, à l'instar par exemple de choses qui ont été faites à la ville de Bologne ou à Séoul pour concurrencer Uber qui sont interdits dans ces villes? Merci. Alors, réponse d'Hugues Sibylle. Content de te retrouver, Olivier. On va pas... c'est la vraie question. Que, tout à l'heure, bon, j'ai un petit peu volontairement forcé. Moi, je ne suis pas du tout, encore une fois, sur une espèce de séparation entre le bien et le mal, et Blablacar serait le mal, et puis pas du tout, je ne suis pas sur ce résultat, mais je défends depuis 30 ans une certaine conception de l'économie qui vise, d'une part, à réconcilier l'économique et le social. Au passage, j'étais très frappé dans une étude qu'on avait fait quand j'étais président d'Avis auprès des jeunes sur l'économie sociale. C'était des groupes qualitatifs et les jeunes disaient mais vous vous foutez de nous, économie et social, ces deux mots ne peuvent pas aller ensemble. J'en ai été terrifié, c'est-à-dire que quand on leur disait économie, qu'est-ce que vous pensez de l'économie sociale, le premier réflexe, c'était il y a 4-5 ans, des jeunes, c'est de dire mais l'économie c'est la guerre et le social c'est au contraire l'altruisme, c'est la sécurité, c'est un certain nombre de choses comme ça. Bref, donc moi je pense que dans ta question, effectivement, dans ce qu'on peut défendre, un certain nombre d'entre nous, sur une conception de l'économie un peu différente, dans laquelle il y a plus de solidarité, plus de partage du pouvoir, parce que je continue à penser longtemps après, il faut que je fasse court, hein, c'est ça. C'est un peu comme vous voulez, non, c'est pas pour les autres. Non, mais absolument, je me laisse embarquer. Donc, il faut, alors, il y a une structure laquelle je rends ses mérites, qui est la MAIF, une mutuelle d'assurance, qui a compris qu'il y avait une révolution digitale et qui voudrait essayer d'y être présent sur la base de ces valeurs mutualistes, y compris en étant en capacité d'être investisseur et apporter de l'argent sur un certain nombre de projets. Parce que si on veut avoir une approche différente du collaboratif, du pair à pair, etc., que celle que, pour caricaturer, parce que c'est quand même la plus discutable que représente Uber, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Sinon, on se plaint un peu en disant regardez, c'est pas bien ce qu'ils font, mais on ne se donne pas les moyens de le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait la Maïf alors? Ils ont créé un fonds de 100 millions d'euros pour investir dans des projets de collaboratifs, mais qui disons, sont plutôt comme les projets qu'on a vus tout à l'heure, qui sont porteurs de cela. Voilà. C'est les investisseurs de C'est tout à fait typique, ils sont investisseurs chez vous. Et donc, je trouve que c'est une approche, donc il faut qu'on mette, parce qu'il y a quand même des moyens financiers à mettre sur la table, je pense, si on veut, même si, vous avez dit tout à l'heure, notre ami de Simplon, que en fait, on pouvait faire du numérique avec pas forcément énormément de moyens. Malgré tout, je pense qu'il faut investir pour avoir l'application de Uber et d'être capable d'arriver, vous cherchez, ceux qui l'utilisent, vous avez vu comment ça marche. C'est pas en claquant dans les doigts qu'on est capable de fabriquer cette application. Donc il faut aussi accepter d'investir, mais avec un esprit coopératif. Et il se passe des choses assez intéressantes de ce qu'on appelle les plateformes coopérativistes, dans lesquelles les gens ne sont pas simplement des consommateurs de la plateforme, mais deviennent des coopérateurs de la plateforme. Et alors à ce moment-là, ça devient vraiment passionnant, parce qu'on est à la fois collaboratif et coopératif. Et en tout cas, moi, c'est le modèle que je défends. Merci. Hugues Sibylle.
Alors, qui d'autre veut participer, collaborer? Ou une réflexion, une réaction? Ah, alors, t'es quand même avec mon micro. Bonjour. Alors ma question s'adressera à Fabien Rénal, le docteur. J'espère que je ne dirai pas d'énormité scientifique. Donc j'ai bien entendu l'idée qui était d'accélérer le processus de recherche pour accélérer la production de solutions face aux problèmes. Alors le vôtre, c'est le cancer du sein, enfin, ou les cancers de manière générale. Est-ce que, alors le numérique permet d'accélérer tout ça effectivement, mais si je ne me trompe pas, trouver des solutions à des problèmes de santé, c'est ouvrir des portes à de nouveaux problèmes encore plus complexes. Donc, est-ce que accélérer cette production de solutions, c'est pas ouvrir la porte à l'accélération de nouvelles problématiques qu'il faudra encore plus accélérer pour régler, et ainsi de suite? Non, peut-être effectivement, mais aujourd'hui, ma réalité. Celui-là, oui, c'est une bonne remarque, sauf que la réalité aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a 150 000 personnes qui meurent chaque année. Et pour ce qui est du cancer du sein, en France, on a en France, les soignants, 11 000 femmes qui meurent chaque année. Donc la question de savoir s'il faut accélérer le processus de recherche et quelle va être la conséquence derrière, Marie Curie, parce que je viens de l'Institut Curie en fait, a inventé le radium, a contribué à tous les travaux sur la radioactivité, qui peut être utilisé de façon extrêmement positive comme très négative. Mon propos est simple, c'est qu'on a une problématique, c'est qu'on a des gens qui meurent, on a des gamins qui meurent, on a des femmes qui meurent, des vieux, des jeunes, de tout. Et ça nécessite une accélération, enfin, à titre... je ne prétends pas être un humaniste, hein, mais je pense que c'est mieux s'ils meurent moins. Voilà, et après on verra. C'est-à-dire que, par étapes, bien sûr, ça crée des tas de questions, mais ça crée des questions sociétales passionnantes sur le droit, sur la liberté, sur plein de choses. Mais pour l'instant, la réalité, c'est que si on ne va pas plus vite, il y a une molécule qui marche très bien dans le cancer du sein, il a fallu 30 ans pour la mettre en marche. Pendant 30 ans, il y a 50% des femmes qui portaient ce cancer-là qui mouraient. Aujourd'hui, quand ces femmes ont ce traitement, il y a 5% d'entre elles qui ont encore des maladies graves. Et il y a tout un pan de molécules qui arrivent qui fait qu'elles ne mourront probablement plus dans les 5 ans qui arrivent. Je considère que c'est un progrès, mais c'est dommage parce qu'à l'échelon de 30 ans, ça fait des centaines de milliers de femmes qui sont mortes à cette maladie-là. Donc si on accélère le processus de recherche, quand c'est votre épouse, votre fille, votre mère, si c'est pas votre compte à héritage, c'est quand même un plus qu'elle se sorte de son cancer. Merci. Alors, on a une question au fond, à gauche de la salle. J'ai une question pour l'intervenant qui est sur le point de partir. Donc, je sais pas si... Il va chercher ses enfants, on ne peut pas les laisser à la porte. Allez-y. Non, mais je vais être très rapide. C'était plus sur l'accompagnement de l'État. Je pense qu'il doit être quand même, j'ose espérer, attentif à votre super initiative, votre super projet. Voilà, comment est-ce qu'il vous finance? Est-ce qu'il vous consulte sur comment digitaliser les écoles, les jeunes, notamment dans les quartiers un peu défavorisés? Enfin, je voulais juste savoir s'il y avait un peu d'échange là-dessus avec l'État. Oui, complètement. Nous, on est un peu comme Marie. La R&D, le lancement de Simplon est dû largement aux subventions collectivités locales, État. La France s'engage a été évoquée aussi. La région Île-de-France qui nous a boosté au début, et après, voilà, c'est un dialogue permanent, parce qu'à la fois, on est subventionné, et en même temps, on essaie de pousser des lignes, de ne pas rentrer dans leurs cases, de faire bouger la formation professionnelle, de réintroduire le code à l'école, c'est le cas à partir de cette année. Et donc voilà, c'est un mélange pas de maître à esclave, mais de partie prenante. C'est une partie prenante très très importante, quoi. Mais oui, ils n'ont pas attendu qu'on vienne les voir pour nous repérer, et vice-versa, quoi. Bien vu. Ouais, vous étiez au métro Simplon, de toute façon. C'est ça, voilà. à Montreuil. Merci, Frédéric. Je pense qu'on peut prendre encore une question, témoignage, critique, suggestion. Bonsoir. Alors, j'arrête pas de faire ce qu'il faut pas. Il y a un truc de dingue qui se passe avec les micros. Voilà. Merci. Bonsoir, je suis directrice d'une association qui s'appelle Droit d'urgence. On fait de l'accès aux droits pour les personnes vulnérables et on s'est lancé il y a 1 an dans un projet numérique qui est la mise en œuvre d'une plateforme numérique d'accès aux droits pour les personnes vulnérables.
Si je vous souhaitais faire un témoignage, alors c'est en lien aussi avec la personne qui est partie. C'est-à-dire effectivement, on lui racontera. Merci. C'est très compliqué quand on est une association, qu'on a des petits moyens et qui sont à la baisse dans cette période difficile au niveau des financements publics. Pour nous, ils sont à près de 85% sur un budget de 2,5 millions, de se lancer dans cette aventure, mais c'est une véritable aventure, et d'engager ces équipes qui n'ont pas forcément les compétences techniques dans un projet qui touche à d'autres types de compétences, puisque les nôtres sont juridiques. Donc on a des juristes dans notre association. En même temps, ce que je souhaitais dire, c'est que ça a été pour nous une énorme ouverture. On a commencé à justement faire des hackathons au NUMA. Donc on s'est associé au NUMA et on a été lancé grâce au NUMA. Donc je souhaitais remercier votre entreprise qui contribue à la solidarité et puis à l'émergence de projets pour des associations comme les nôtres. On a rencontré, on a diversifié nos partenaires, nos interlocuteurs, on a ouvert nos équipes, que ce soit nos bénévoles, nos administrateurs, nos salariés, à un nouveau champ de compétences et on les a tous intégrés dans cette aventure et je trouve que ça a créé une merveilleuse dynamique. On est candidat à la France s'engage, on a été présélectionné, on va continuer, on a aussi reçu à ce jour quelques financements, dotations parlementaires, et je dirais que ça nous permet d'engager un projet stratégique qui, je pense par ailleurs, est d'une véritable utilité vis-à-vis des personnes vulnérables. Ça nous permet aussi de nous mettre en connexion avec d'autres partenaires. Je suis à côté d'un monsieur qui a créé une plateforme qui s'appelle Bénévole at Home. Et justement, on discutait parce que ça nous permet aussi de connecter, de nous mettre en lien. Vous venez de vous rencontrer? Oui, tout à fait. C'est merveilleux, ça. On n'aura pas perdu notre temps. Voilà. Donc maintenant, on est à la recherche active, évidemment, de développement, de financement, parce qu'il faut développer cette plateforme. On a déjà un prototype qu'une société nous a mis à disposition, mais évidemment, les coûts de développement sont élevés. Mais moi, je pense que l'outil numérique est quand même globalement positif pour tout le monde, que ce soit pour les usagers, que ce soit pour les associations comme les nôtres qui sont sur le terrain, mais qui à un moment sont dépourvues, parce que nous, on voit bien qu'on ne peut pas répondre à l'ensemble de la demande. On est sollicité sur tous les champs. Il y a aujourd'hui plein de migrants qui arrivent sur Paris et on ne peut plus tout faire. Voilà. Donc, merci pour votre témoignage, déjà. Et ça sentait le cri du cœur, avec un peu d'émotion au départ, et un message très clair. Donc, ce qu'on entend quand même, c'est que le nécessité fait loi. Enfin, vous avez quand même trouvé des pistes de solutions. On a trouvé des pistes, on a trouvé des partenaires. Mais c'est pas facile, c'est pas fini et l'aventure continue. Bon, merci beaucoup pour votre témoignage. Je crois qu'on doit quitter la salle. Je ne sais pas si l'un de vous veut réagir rapidement à ou on peut continuer à parler en sortant dans le couloir. Merci de votre présence et contribution à la fin. Bonne continuation à chacun. On va les rassembler parce que Franck a une charge.
sur la disponibilité de paye CRH. Oui, et après on poursuit les échanges. Le réglementaire aura dit qu'il n'y aura aucun impact linéaire. Ça aurait été un autre opérateur, j'aurais dit, mais là, si ça a été déjà facile. À bientôt. Au revoir. C'est la transition numérique des organisations. Il en manque la moitié.